Je ne sais pas si je suis célèbre, mais disons que depuis, en gros, le succès du petit traité des grandes vertus, donc depuis une quinzaine d'années, Roland Jacquard, qui est devenu un ami entre-temps, puisque j'ai publié chez lui beaucoup de mes livres, m'appelle à peu près une fois par an pour me dire, alors, quand est-ce qu'on publie ton recueil d'aphorismes? Alors voilà, donc mon premier livre, un texte de jeunesse, écrit il y a 30 ans, et mon dernier livre, puisqu'en effet, il vient de sortir, mais aussi parce qu'il contient donc cette longue préface, qui fait à peu près 1/5 de l'ensemble, dans laquelle j'essaye à la fois de présenter le jeune homme que j'étais il y a 30 ans, que d'évidence je ne suis plus, mais aussi mon évolution philosophique sur ces 30 dernières années, et pour dire qu'au fond, ce livre, qui a les défauts et éventuellement les qualités de la jeunesse, malgré tout, c'est une philosophie à l'état naissant, mais c'est bien ma philosophie. J'entends par là que, finalement, j'y reconnais, alors des fois de façon un petit peu maladroite, mais j'y reconnais l'essentiel des thèses que j'ai soutenues depuis, et on pourrait même dire, en un sens, que c'est le seul de mes livres qui contiennent tous les autres. Au fond, j'écrivais ces petits textes, non pas pour exposer ma philosophie, mais pour entreprendre de la découvrir. Et puis ça permet un travail sur l'écriture, parce qu'au fond, moi, j'ai toujours voulu réconcilier, si l'on peut dire, la philosophie et la littérature. Peut-être parce que très jeune enfant ou très jeune adolescent, je voulais être écrivain, mais comme à l'époque c'était des romanciers que je lisais, je voulais donc écrire des romans et pas de la philosophie. Et du coup, quand à 18 ans, en terminale, j'ai découvert la philosophie, ça m'a paru bien plus intéressant que d'inventer des histoires, mais ce n'était pas une raison pour renoncer à ce rêve, au fond, d'être écrivain, au sens où un écrivain, c'est pas seulement quelqu'un qui fait des livres, c'est quelqu'un qui fait de la littérature. Entre une fois dit, c'est un peu une singularité française que nos plus grands philosophes font partie de nos plus grands écrivains. Et si vous prenez les 3 plus grands philosophes français, Montaigne, Descartes, Pascal, il y en a 2 qui sont aussi parmi nos plus grands écrivains, Montaigne et Pascal, et le 3e, Descartes, qui est un écrivain de très bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup cette tradition française-là, ce que Nietzsche appelait la belle clarté française. Hein, parce qu'il y a aussi autre chose que je n'ai pas dit, c'est que j'étais un peu agacé à l'époque par tout ce qu'il y avait de jargonnant dans la philosophie contemporaine, qui était en gros des gens dont le talent était évident, mais publiaient des livres à peu près incompréhensibles, si vous voulez. Alors je me demandais pourquoi Derrida, je ne comprenais rien, et que Descartes, j'avais le sentiment de comprendre. Ça me posait quand même un problème concernant Derrida, pas concernant Descartes, ni moi-même, finalement. Je voyais bien que ces gens avaient infiniment de talent, d'intelligence, qu'ils avaient beaucoup travaillé, mais finalement, leurs œuvres me laissaient insatisfait, alors même que lorsque je lisais ou que je relisais Pascal, Descartes, Spinoza, Leibniz ou les Grecs, Platon, Aristote, Épicure, j'étais bouleversé d'admiration. En matière d'art, c'était pire parce qu'autant Deleuze, Derrida, Foucault, Althusser me paraissaient avoir évidemment du talent, autant les musiciens contemporains, Boulez, Messiaen, etc., m'ennuyaient considérablement. Et dans les arts plastiques, c'était encore pire, puisque là, je tombais sur des œuvres que je ne pouvais même pas estimer. Beaubourg venait d'ouvrir. Je vais donc à Beaubourg avec mon meilleur ami de l'époque, jeune philosophe comme moi, on était à Normal Sup tous les deux, donc j'avais 23-24 ans. Et je le vois s'extasier devant les monochromes de Klein. Un grand tableau, tout bleu, le même bleu, tout du long. Et je lui dis, mais ça n'a aucun intérêt. Et lui trouvait ça génial, parce que l'idée qu'un type il fasse un bleu, et qu'après il peut le breveter, c'est le bleu de Klein, ça lui paraissait vraiment le top du top. Moi, ça me paraissait dérisoire. Là, il y a 4 maîtres à penser, qui sont en gros les 4 pierres d'angle, pourrait-on dire, sur lesquelles j'essayais de bâtir ma maison philosophique. C'était Épicure, Spinoza, Marx et Freud. Autrement dit, en gros, la grande tradition matérialiste et rationaliste, c'est-à-dire que Épicure, Spinoza, Marx et Freud ont en commun de prétendre dire une vérité qu'ils ont démontrée. C'est une prétention que je déploie, c'est-à-dire
D'abord, je ne suis pas convaincu que Marx et Freud, malgré leur génie, fassent de la science, et j'ai envie de dire en un sens tant mieux, parce que c'est peut-être ce qui rend justement leur œuvre plus singulière. Et puis surtout, je ne crois plus qu'on puisse en philosophie obtenir quelque certitude que ce soit. Je me souviens, si vous voulez, quand j'étais maître de conférence à la Sorbonne, l'une des premières années, donc ça doit être il y a 15 ou 20 ans, nous avions mis au programme cette année-là, pour le cours de licence que je faisais en philosophie générale, les interrogations sceptiques. Et il s'est passé quelque chose cette année-là qui ne se passe pas si souvent finalement dans la vie d'un philosophe, c'est que j'ai changé de position. C'est-à-dire que je suis rentré dans ma salle de cours le 1er octobre à peu près dogmatique, autrement dit pensant qu'il y avait en philosophie des certitudes, et j'en suis sorti en quelque chose sceptique, c'est-à-dire pensant qu'il n'y a pas de certitude philosophique, et encore une fois, en un sens, tant mieux. Si un philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Il est possible que dans 100 000 ans, un neurobiologiste surdoué soit capable de mettre un cerveau dans une cuve, comme disent les philosophes analytiques anglo-saxons depuis quelques années, lui branche des électrodes, lui donne ce qu'il faut d'hormones de nourriture, de telle sorte que le cerveau est convaincu qu'il est le cerveau d'André Comte-Sponville en train de faire un débat à la librairie Dialogue de Brest en 2009. C'est quand même extrêmement probable. Oui. Et donc, voilà. Ce qu'on appelle probable et qu'on peut appeler vérité pour faire vite, c'est une proposition qu'on ne peut pas démontrer absolument, parce que l'idée de démonstration absolue est contradictoire dans les termes, mais qui vaut comme une certitude ou qui vaut comme une quasi-certitude. La vérité est éternelle, la connaissance est historique. La vérité est universelle, la connaissance est particulière. La vérité est objective. Que vous et moi, nous sachions encore dans 10 ans que nous sommes ensemble, la vérité n'en y sera pas moins. La vérité n'a pas besoin de nous pour exister. Si bien que si on accepte ça, on voit qu'on ne peut pas se passer de l'idée de vérité, mais qu'on ne peut pas non plus prétendre la connaître absolument, puisque la vérité est éternelle, universelle, objective, et que la connaissance, elle, est toujours historique, particulière, subjective, si bien qu'on n'a jamais le droit de faire passer sa connaissance pour la vérité. Donc je voulais inventer une sagesse pour notre temps. C'était ça, ma modernité. Mais sans justement renoncer à cet idéal de sagesse, autrement dit sans rompre avec 25 siècles d'histoire de la philosophie, et sans faire semblant d'admirer, ni en philosophie ni en art, ce que je n'admirais pas. Au fond, c'est quoi la sagesse, pour le dire au plus court? C'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Les deux. Parce que si vous avez le bonheur sans la lucidité, autrement dit, si vous obtenez votre bonheur à coup de drogue ou d'illusion, personne, évidemment, n'y verra une sagesse. Et réciproquement, si votre lucidité se paye d'angoisse, de souffrance et de malheur, personne n'y verra non plus une sagesse. C'est bien que la sagesse, c'est la rencontre, j'allais dire paradoxale, parce que ça ne va pas de soi, c'est la rencontre paradoxale du bonheur et de la lucidité. Moi, ce que je crois, c'est que la philosophie doit nous aider à mieux aimer la vie. Entre l'amour de la sagesse, qu'est la philosophie, et l'amour de la vie, qu'est la sagesse, en tout cas la sagesse de Montaigne, pour ma part, je mets plus haut l'amour de la vie. Auguste Comte définissait le matérialisme comme étant la pensée qui explique le supérieur par l'inférieur. Si bien que être matérialiste, au fond, c'est considérer que le plus bas, c'est-à-dire le corps, l'économie, l'inconscient, le sexe, le cerveau, produit le plus élevé. L'esprit, la pensée, les arts, la philosophie, le sublime. Autrement dit, penser que l'âme n'existe pas, que l'âme c'est le cerveau, penser qu'il n'y a pas d'esprit immatériel, et c'est effectivement ce que je pense, ça n'est pas une raison pour renoncer à la vie spirituelle. Il s'agit exactement de donner une âme
à son corps. Comme je me réclame toujours de la tradition matérialiste, athée, irreligieuse, si vous préférez, il y avait un combat traditionnel contre l'autre camp. En gros, l'idéalisme, depuis Platon jusqu'aux penseurs chrétiens. Très bien. Sauf que la plupart des gens qui menaient ce combat avec moi, ceux dont j'étais censé être proche, défendaient deux thèses qui me paraissaient totalement irrecevables. Négation de la vérité, c'est ce que j'appelle la sophistique. Négation de la morale, c'est ce que j'appelle l'immoralisme ou le nihilisme. Tout se vaut parce que rien ne vaut. Eh bien, ces deux positions étaient énoncées clairement par le plus grand sophiste des temps modernes, qui est Nietzsche, bien sûr. En une phrase et fragments posthumes, tout est faux, tout est permis. Si bien que j'ai dû inventer une philosophie pour montrer que même pour un penseur matérialiste, il n'est pas vrai que tout soit faux, refuser la sophistique, et il n'est pas vrai que tout soit permis, refuser l'immoralisme et refuser le nihilisme. Et c'est ça, au fond, l'essentiel de ce livre, qui était donc une tentative pour inventer une philosophie matérialiste, laissant sa place à l'idée de vérité, à ce que Spinoza appelait la norme de l'idée vraie donnée, et laissant sa place à la morale. On est obligé de penser qu'il existe une vérité indépendamment de la connaissance, faute de quoi il n'y aurait pas de connaissance et on ne pourrait même pas chercher la vérité. Le jour où plus personne ne saura que 2 plus 2 font 4, 2 plus 2 n'en font pas moins 4. Mais le jour où plus personne n'aimera ni la justice ni la liberté, la justice et la liberté seront sans valeur. Si bien que je découvrais que toute vérité est objective et que toute valeur est subjective. Ça n'est pas une raison pour renoncer ni à la vérité ni à la valeur, mais c'est une raison pour refuser de les confondre. Et ce qui me permettait de combattre dans le même mouvement les sophistes qui considèrent que la vérité n'est qu'une valeur, qu'elle dépend du point de vue, du désir. Les dogmatiques qui prétendent que la valeur est une vérité. Et les nihilistes qui prétendent qu'il n'y a ni vérité ni valeur. Parce que le but de la philosophie, c'est la sagesse, donc une forme de paix, mais reconnaissons que ça passe inévitablement par un certain nombre de combats. Bien, nous allons nous arrêter là. Merci.